C'est bon, on est live. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce webinaire sur le rôle du CSE dans la culture d'entreprise. Donc je me présente, je m'appelle Arthur Reboul, je suis le CEO et cofondateur de Lito et je suis très heureux de tous vous avoir avec nous pour ce webinaire. Je suis très heureux d'animer ce webinaire avec Julie et Cyril que je présenterai un petit peu plus en détail juste après. En introduction, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais en profiter pour vous présenter l'outil qu'on utilise qui s'appelle Livestorm. Donc sur la gauche, vous nous voyez nous et vous allez voir le support, donc la présentation qui va nous servir de support pour cette discussion. Et sur la partie droite, vous avez plusieurs onglets, un onglet chat dans lequel je vous invite à mettre des petits messages, des bonjours, des merci, etc. Si vous avez des informations à passer, des liens ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à l'écrire dans l'onglet chat. Vous avez un onglet questions. Et je vous invite vraiment à mettre vos questions dans cet onglet questions plutôt que dans l'onglet chat parce que ça permet de bien faire apparaître les questions, ça permet aux gens de voter pour les faire remonter si jamais ça les intéresse et ça nous permet également d'y répondre à l'écrit. Et donc comme ça, tout sera bien au même endroit. Et vous avez également un onglet sondage sur la droite dans lequel on a déjà pré-renseigné certains sondages. Et donc n'hésitez pas à y aller et à y répondre. Ce sera intéressant parce que derrière on pourra vous envoyer sous forme d'infographie les résultats des sondages. Donc voilà, donc j'hésiterai pas de temps en temps à vous rappeler d'aller soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet sondage. Et nous, on fera de notre mieux pour répondre à toutes les questions, soit en live directement pendant la présentation, soit à la fin, il y a un petit temps de Q&A qui est un petit peu prévu en fonction du temps qui nous reste. Donc voilà, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le sujet, donc moi Arthur Reboul, je suis CEO et cofondateur de Lito. Nous, Lito, qui on est, on est une jeune start-up qui réinvente le CSE grâce à une plateforme, si vous voulez, une plateforme de gestion moderne et complète qui va vous permettre de faire tout un tas de choses, de piloter vos budgets, gérer votre communication avec les salariés, communiquer des PV, des news, des informations, gérer vos avantages, que ce soit de la subvention, donc du remboursement sur facture, de sport, loisirs, culture, que ce soit l'accès à un catalogue d'avantages avec des réductions sur de la billetterie, sur des bons plans de méditation, de sport, de yoga, et la gestion de vos activités au sein de l'entreprise. Donc vous allez pouvoir gérer les inscriptions et collecter les participations des salariés. Donc on a construit une plateforme qui cherche à simplifier, on va dire, toute la gestion du CSE, vous faire gagner du temps et améliorer l'expérience côté salarié. Et à côté de ça, on a un autre volet qui est exactement dans ce cadre-là dans lequel on est aujourd'hui, qui est de travailler sur des ressources pour vous accompagner, vous, dans votre mission d'élu, vous aider à comprendre un peu mieux votre rôle, vous aider à avoir des exemples de ce qui peut se faire par ailleurs. Et il y a une thématique sur laquelle on a souvent été sollicité, ou en tout cas qui sont des questions qu'on voit souvent les jeunes CSE se poser, qui est celle du rôle du CSE dans la culture de l'entreprise. Sujet extrêmement intéressant et donc je suis très heureux aujourd'hui d'animer un webinaire sur ce thème-là avec deux intervenants de très très haut niveau. Donc on a Cyril Semalen qui est consultant en management et en organisation et Julie Ramillon avec qui on a fait déjà plusieurs webinaires, donc je pense que vous la connaissez maintenant, qui est directrice des Trois Conseils. Et je leur passe le micro pour se présenter et entamer le webinaire. Ok, merci Arthur. Donc, je vais prendre la parole. Donc, effectivement, je suis directrice du Trois Conseil, qui est un cabinet qui fait d'assistance au CSE. Avant, c'était les CE et les CHSCT, sur les questions à la fois de santé au travail, économique et sociale, sur donc l'ensemble de la mission des CSE. Le cabinet intervient aussi sur les missions légales, expertise, projet important, risque grave, et sur tout ce qui est formation des représentants du personnel. Dans ce cadre qui nous occupe aujourd'hui, qui est la question de la culture d'entreprise, j'ai pensé effectivement à Cyril de manière assez évidente parce qu'on intervient régulièrement ensemble en expertise. Cyril, je vais le solliciter lorsque on a un certain nombre de projets de changement à étudier pour lesquels, effectivement, on a une problématique organisationnelle, managériale et la question, effectivement, de la conduite du changement et comment elle peut notamment se heurter éventuellement à ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Cyril va forcément, du coup, être plus impliqué que moi dans cette préparation et dans ce webinaire. J'essaierai d'agrémenter un petit peu sur nos expériences communes. On a mené des expertises donc sur des projets, des projets technologiques, des projets d'organisation et aussi sur tout ce qui concerne les orientations stratégiques, sujets sur lesquels aussi on peut avoir besoin de regarder un petit peu quels sont les enjeux d'évolution, d'adaptation à l'environnement. Je te laisse la main.
Alors, en 2 mots pour me présenter, donc je suis aujourd'hui expert en management organisation, expert indépendant. Quand je travaille pas sur des missions pour le CSE, j'accompagne aussi des managers à réfléchir sur justement la culture de leurs équipes, et j'interviens également en école d'ingénieur, donc en formation supérieure, notamment sur le thème de la culture d'entreprise. Et pour introduire un peu le sujet, mon propos va s'appuyer sur deux axes de ma formation, qui sont une culture d'ingénieur, des sciences de la gestion, et une formation en coaching où j'ai appris des sciences humaines. Et la culture d'entreprise se positionne vraiment à l'interface entre les deux, c'est de comprendre un peu ce qui se passe en termes de dynamique humaine, et les sciences de gestion nous permettent de trouver des outils sur comment agir sur cette culture d'entreprise. Alors, attaquons le sujet. Culture d'entreprise, c'est un peu comme tu peux juste rester sur le propos liminaire. C'est un peu comme le bon sens. Culture, ou plutôt la notion de culture, c'est le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Mais en fait, quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que c'est pas si partagé que ça. Donc, quand je suis dans les entreprises, je me rends compte que souvent les gens parlent de culture à partir de leur propre expérience, et donc on tâtonne, quoi. On fait un peu avec les mains et sa propre expérience. Donc moi j'ai ce même travers, donc je me suis dit que pour ce webinaire j'allais tomber également dans ce travers, donc je suis revenu un peu à des fondamentaux, je suis revenu aux définitions, et donc si on s'intéresse à la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des traditions de structure et de savoir-faire qui assurent un code de comportement implicite et la cohésion à l'intérieur de l'entreprise. Donc 2 points importants, le point de l'implicite. La culture, c'est quelque chose qui se voit pas. Quand je forme mes étudiants, je passe très peu de temps avec eux en salle pour leur expliquer ce que c'est la culture. Je les envoie sur le terrain dans une entreprise pour sentir ce qui se passe derrière ce que les gens font. Donc l'implicite, donc on va chercher à comprendre ce qui ne se voit pas. Et puis la deuxième chose, c'est que la culture, c'est un phénomène qui est complexe. C'est autre chose que compliqué. Le complexe, c'est que c'est un fonctionnement systémique. Il y a des causes, il y a des effets, mais les effets agissent sur les causes. Et à un moment donné, on ne sait plus par où il faut commencer d'appuyer pour démêler en fait cette pelote. En fait, voilà, une bonne image de la complexité, c'est la pelote de laine, qui a commencé à s'emmêler. Donc à un moment donné, il faut trouver le bout, il faut commencer à tirer dessus et voir un peu ce qui se passe, quoi. Et si on continue à faire des nœuds, il vaut mieux arrêter. Voilà. Alors, pour ce webinaire, tu peux aussi, voilà. Donc comment on s'est dit face à cette complexité en très peu de temps, vous parlez de la culture et notamment du rôle du CSE. On va d'abord revenir sur un point théorique. En fait, je vais vous présenter un petit modèle justement pour éviter le travers de parler uniquement à partir de l'expérience. Et ensuite, on essaiera de voir à partir de ce petit modèle qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement sur comment évolue une culture d'entreprise et quel rôle le CSE peut jouer dedans. Et quand je dis comment évolue, c'est comment évolue ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que certains d'entre vous viennent avec un désir de faire évoluer la culture de leur entreprise, et d'autres viennent avec le désir de freiner les mouvements culturels que les directions ou l'environnement cherchent à imposer. Donc vous verrez, j'ai pas d'a priori sur la question sur est-ce que le CSE doit aller dans un sens ou un autre. Ça, c'est les questions que le CSE lui-même doit se poser. Par contre, je vais vous donner un peu quelques outils sur une fois que vous avez décidé sur quoi vous pouvez jouer. Et on terminera par quelques exemples de notre part. Sur le rôle du tiers, notamment quand on veut faire évoluer une culture, de temps en temps, il faut faire intervenir quelqu'un d'extérieur, puisque à l'intérieur, finalement, on est pieds et poings liés. En fait, quand on est à l'intérieur, on est dans la pelote de laine, et donc c'est très difficile de s'en extraire. Alors, le modèle que je vous présente vient de ce qu'on appelle la théorie organisationnelle de Berne. Je précise tout de suite que Berne n'est pas la ville en Suisse, mais le fondateur de l'analyse transactionnelle pour ceux qui le connaissent. Voilà. Je vous ai mis sur la page une référence pour ceux qui voudront approfondir, puisque là, en quelques minutes, je vais être vraiment très simplifiant sur le modèle. C'est juste pour que vous compreniez. Donc, le schéma que vous avez sous les yeux, il vous représente finalement le fonctionnement de votre entreprise, qu'on a découpé en et 4 sous-colonnes, l'autorité au sein de l'entreprise, les membres de l'entreprise et la manière dont se fait le travail. On a mis différentes boîtes et on voit que finalement toutes ces boîtes interagissent entre elles, fonctionnement complexe de l'entreprise. Et la culture est une de ces boîtes. La culture, elle est donc au milieu en bas, elle se place dans la case de l'autorité. L'autorité finalement est organisée autour d'un leader. Donc souvent c'est le dirigeant de l'entreprise, et ce leader, alors si vous êtes dans une start-up, généralement le leader suffit en fait, si vous êtes jusqu'à 20-30 salariés, le leader il arrive lui-même à diriger sa boîte en étant présent, etc., sur un plateau. Voilà. Mais si l'entreprise commence à avoir une taille un peu plus importante, le leader tout seul, il n'y arrive pas. Il est obligé de commencer à mettre un peu des managers ou ce qu'on appelle l'appareil. L'appareil, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans l'organisation qui va permettre au leader de transférer un petit peu la direction où il veut aller et de contrôler ce qui se passe.
À côté du leadership, il y a ce qu'on appelle le canon. Donc le canon, c'est le mot qui vient en fait du droit romain et qu'on trouve aussi dans l'Église aussi. Le canon, c'est la règle en fait. C'est un autre mot pour dire les règles. Et dans les règles de l'entreprise, il y en a de deux sortes. Il y a les règles explicites, donc c'est tout ce qui est écrit, les procédures, tout ce qui est légal également, le document de fondation de l'entreprise. Et puis il y a l'implicite. Et la culture se place au niveau de l'implicite. La culture, c'est un ensemble de règles que les gens dans l'entreprise suivent, mais sans qu'elles soient écrites. Alors vous, CSE, vous êtes au niveau des règles, au niveau de l'explicite, puisqu'il y a des règles explicites au niveau du CSE. On va voir aussi que le CSE pourrait se placer au niveau de l'appareil. Ça va dépendre un petit peu de comment la direction voit le CSE et comment le CSE également voit son rôle. Le CSE peut aussi finalement être un moyen finalement pour la direction de partager la direction dans laquelle elle veut aller et de transmettre ça à ses employés. Je décris très rapidement les deux autres colonnes puisqu'elles vont interagir. On va voir que vous allez pouvoir interagir dessus. Le CSE, donc certes, c'est une règle, mais ce n'est pas que des règles. Ce sont aussi des membres, des membres du CSE qui s'inscrivent eux-mêmes dans tous les salariés de l'entreprise. Et donc ces salariés ont deux structures. Il y a ce qu'on appelle la structure publique et la structure privée. La structure publique, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui se voit, la manière dont ils sont perçus par les pairs ou l'environnement extérieur. Et la structure privée, c'est toutes les relations qui se nouent entre les membres et qui sont pas vues en fait, qui sont plus secrètes, mais qui vont avoir un rôle important finalement sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la culture aussi. Finalement, la manière dont ça se passe de partenaire relationnel privé, finalement, à la fois doit respecter les règles implicites de la culture et en même temps, si ces manières de fonctionner évoluent, on va faire évoluer la culture. Et la dernière colonne, c'est le travail du groupe, c'est-à-dire c'est la manière dont on travaille au niveau de l'entreprise. C'est l'ensemble des activités et des processus. Le CSE ayant lui-même ses propres activités, c'est ses réunions et ses propres processus, c'est la manière dont il travaille en réunion et en dehors de ses réunions. Voilà très schématiquement le modèle. On va maintenant poursuivre. Si vous avez des questions, vous les posez voilà à droite. On essaiera d'y répondre à la fin ou éventuellement par la suite, par écrit. Alors, on va essayer d'utiliser le modèle. Tu peux avancer, Arthur, sur la page après pour voir un petit peu comment dans tout ça le CSE peut jouer un rôle. Alors d'abord, je voudrais attirer votre attention sur l'illusion du changement de culture d'entreprise que souvent on a dans les entreprises. On pense, et puis d'ailleurs il y a des gens qui disent on va changer la culture de l'entreprise. En fait, si l'entreprise c'est le rond orange que vous avez à l'écran, on voit que finalement c'est l'environnement qui va tirer le changement de l'entreprise. En fait, c'est ce qui se passe dans l'environnement qui va permettre à l'entreprise de faire évoluer sa culture et pas l'interne de l'entreprise. Au contraire, la culture, c'est les flèches noires, c'est ce qui garde la cohésion. Rappelez-vous la définition de tout à l'heure. Donc finalement, la culture, c'est ce qui va plutôt freiner les changements. Donc s'il y a un changement, c'est pas de l'interne qu'on va pouvoir le provoquer seul. C'est bien parce que dans l'environnement de l'entreprise, il y a quelque chose qui se passe. Je vais prendre l'exemple de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et donc du Covid, qui est un exemple, je pense, très parlant. Il y avait, si on prend parce qu'il y avait des questions autour du remote et des pratiques du télétravail, beaucoup d'entreprises jusqu'à présent avaient des cultures qui freinaient l'utilisation du télétravail pour plein de raisons, de préjugés sur la pratique. On a vu que du jour au lendemain, le télétravail s'est mis en place dans des entreprises. Voilà. Contrairement à la culture. Donc là, on est bien dans un cas, c'est l'environnement qui a forcé. Et la seule chose qu'on peut faire à l'intérieur, mais qui est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on n'est pas impuissant face à la culture, c'est qu'on peut créer les conditions favorables qui vont permettre à l'entreprise de s'ajuster à ce qu'impose l'environnement et donc de survivre. Voilà. Par exemple, sur le cas de la crise sanitaire, à l'intérieur, les forces en présence, les leaders, éventuellement le CSE, ont pu jouer un rôle pour réaliser dans ce très court temps le changement de culture. Alors, culture est peut-être pas le bon mot puisque là on a été très vite, mais en tout cas le changement de pratique dans un premier temps pour s'adapter au télétravail. Au contraire, il peut se passer à l'intérieur des forces qui vont freiner cette adaptation à l'environnement. Et dans ce cas-là, pour les entreprises qui ont vécu ça pendant la crise sanitaire, ça a dû être très très compliqué en interne puisqu'elles n'ont pas pu s'adapter à ce que demandait l'environnement et donc derrière on peut en découler des difficultés au quotidien pour les salariés, voire des difficultés économiques si l'entreprise du coup a pas pu poursuivre son activité. Les évolutions de culture, elles vont intervenir également par saut, d'un équilibre à un autre. Voilà, donc ça intervient rarement en continu. Il y a des moments critiques dans la vie d'une entreprise.
Et si j'en viens à la question du rôle du CSE, finalement, est-ce qu'il doit impulser les changements de culture? Est-ce qu'il doit au contraire les freiner? Ça, j'ai pas d'avis sur la question. C'est en fonction de votre compréhension de ce qui se passe dans l'environnement que vous allez vous forger. Ça va aussi renvoyer à la question du leadership, finalement. Est-ce que il y a une question fondamentale? Est-ce que le CSE a un rôle vis-à-vis de la culture d'entreprise? Et dans les règles écrites, il y a rien d'écrit, il y a rien qui dit que le CSE doit jouer un rôle là-dedans. Il y a rien non plus qui l'empêche de jouer son rôle. Donc c'est à vous de vous forger votre vision. Je pense que dans les entreprises qui sont plutôt nées récemment, depuis les années 2000, on a plutôt des salariés qui sont acteurs et donc qui vont se dire oui, on a un rôle. Vous voyez, on est dans cette position-là, on a un rôle à jouer, donc on va jouer un rôle dans la culture d'entreprise. Dans des entreprises beaucoup plus anciennes, beaucoup plus institutionnelles, avec une histoire beaucoup peut-être plus conflictuelle dans les relations CSE direction. On peut avoir des CSE qui vont plutôt avoir un rôle plus de se dire non, c'est pas à nous de jouer un rôle là-dedans. On va laisser la direction faire et on va suivre. Je peux faire oui, vas-y, Julie. Une petite parenthèse sur deux sujets que tu viens d'aborder qui me semblent intéressants. Le premier sujet sur la question, par exemple, du télétravail qui parle à tout le monde et pour lequel on a effectivement eu à accompagner des entreprises qui étaient déjà en questionnement sur le sujet depuis quelques années, qui avaient du mal, par contre, à passer le pas parce qu'il y a des enjeux quand même de mise en invisibilité du travail pour certaines entreprises et ça peut poser souci. Il y a des enjeux aussi, effectivement, de mètres carrés, de surface, etc. Enfin, c'est des choses aussi assez concrètes, ces questions-là. Donc, on peut pas forcément passer le cap sans regarder quelles sont les conséquences économiques, sociales, enfin, regarder les choses dans leur ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des fois des diagnostics qui sont à la fois organisationnels, mais aussi sur la question un peu économique et sociale. Donc, ces entreprises-là, on a pu les accompagner dans la période par des enquêtes, des sondages, des questionnaires, et qui ont permis de donner des retours tout de suite à chaud et super intéressants parce qu'effectivement, avec les outils qu'on a pour faire des questionnaires à distance, on a vraiment eu un maximum de données. Et là, le CSE revoit un petit peu sa position sur le télétravail. Non pas qu'il abandonne toutes les résistances, entre guillemets, même si le terme est mal adapté, mais non pas qu'il abandonne tout ça, mais il fait évoluer et tient compte effectivement de ce qui a été bénéfique dans la période, mais ce qui a aussi révélé des vrais dysfonctionnements organisationnels. Donc, il a possibilité d'être vraiment toujours actif, sans forcément effectivement appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein, mais en étant en vigilance et en proposant des choses dans cette période. Voilà. Donc, c'était juste un parallèle sur l'action. Je t'en prie. Alors, on va revenir sur la présentation et on va retrouver notre petit modèle de Berne dans la page suivante. Et alors, je ne vois pas l'écran. Arthur. Voilà. Alors, première action sur laquelle le CSE peut jouer, c'est et je pense que c'est le tout premier, c'est la question du leadership. C'est-à-dire, est-ce que à partir du moment où vous avez tranché la question, est-ce qu'on prend le leadership, nous CSE, sur cette question de culture, et il va falloir agir sur le leadership. Alors, comment on agit sur le leadership? La première question, c'est la relation que vous allez avoir avec votre leader, qui est probablement le directeur de l'entreprise. Là, on va avoir différents types relationnels. Est-ce que vous allez chercher à le confronter ou est-ce que vous allez chercher à vous mettre à ses côtés, vous voyez, en termes de position, ou à ses côtés, en tout cas, vous allez prendre une position qui sera peut-être un peu différente, mais qui va aller dans le même sens. Et en tout cas, la relation que vous allez avoir avec le leader va influer sur votre capacité à agir sur la culture. Alors, ça dépend aussi du leader en lui-même et quel type de leadership il exerce. Vous voyez, si on a un leader dans une entreprise qui est extrêmement reconnu, qui est suivi, ce qui est souvent le cas par exemple dans les entreprises naissantes, puisque c'est lui qui a fondé l'entreprise, etc. Ça va être très dur pour un CSE de se positionner en étant complètement en confrontation par rapport à lui, vous voyez, parce que c'est lui qui impose jusqu'à présent la direction. Donc il va falloir soit si vous voulez appuyer le changement qu'il est en train de faire, alors vous allez vous placer ouvertement à ses côtés, soit si vous voulez changer un petit peu la direction de la culture, il va falloir vous positionner par rapport à lui, mais pas non plus complètement frontalement. Et si vous êtes par contre dans des entreprises
où les leaders sont plutôt effacés, en fait finalement on peu de présence. Alors ça peut arriver aussi dans les grands groupes ou dans les entreprises plus importantes, ne serait-ce que parce que ayant beaucoup de salariés, finalement les dirigeants ont forcément beaucoup moins d'impact personnellement sur la structure. Donc dans ce cas-là d'ailleurs quand le leadership est plutôt effacé, je me rends compte que les directions se tournent souvent vers le CSE pour leur demander de l'aide pour changer la culture de l'entreprise. Vous voyez, c'est dans ces situations-là où généralement les directions viennent solliciter les CSE. Et dans ce cas-là, il y a un risque d'ailleurs risque ou une opportunité, à vous de voir, que le CSE devienne ce que j'ai appelé l'appareil, c'est-à-dire que il y a des discussions qui sont entre direction et CSE, et en gros la direction demande au CSE de transmettre certains messages, de communiquer par rapport au changement culturel qu'elle veut mettre en œuvre. Mais si le CSE fait ça, c'est-à-dire qu'il se place explicitement dans la case appareil, c'est-à-dire qu'il est aux côtés, par exemple, de la ligne managériale pour appuyer certains changements. Là, j'ai pas non plus d'avis sur la question. Dans certains cas, ça peut être bon. Hein, si le changement culturel vous paraît aller dans le bon sens par rapport à ce qui se passe, il faut y aller. Par exemple, sur ce qui s'est passé sur le remote, voilà. Par contre, si ça l'est pas, alors il faut prendre garde de pas devenir justement un appareil, rester dans votre rôle de CSE et peut-être dans ce cas-là être plus confrontant et assumer une position de leader confrontant par rapport à la direction. Alors ça va renvoyer aussi cette question du leadership au leadership même au sein du CSE, parce que le CSE est lui-même un groupe de personnes, et donc pour que le CSE puisse exercer un leadership, il faut lui-même qu'il soit au clair vis-à-vis du leadership. Alors généralement le leadership est exercé par le secrétaire, mais pareil, on observe dans les entreprises des CSE où on a un secrétaire qui est très fort en fait, qui organise tout, qui est très présent, qui est visible au niveau du CSE de l'entreprise. On a d'autres CSE où au contraire il est plus effacé, on se demande même qui est le secrétaire et où est le leadership, vous voyez. Et donc quand on a un CSE où le leadership est pas clair, le CSE aura du mal à exercer son propre leadership et donc il n'arrivera pas à exercer un rôle sur la culture d'entreprise. Donc une question à voir, c'est comment s'exerce le leadership au sein du CSE et être au clair par rapport à ça. Je termine sur un dernier point qui est l'influence de l'histoire sur le CSE. Ça, c'est pour les entreprises plus anciennes. C'est que le leadership renvoie également à l'histoire. C'est-à-dire que tout leader, à un moment donné ou dans une entreprise, finalement, symboliquement, renvoie aux leaders précédents qui ont pu exister au sein de l'entreprise. Et c'est valable aussi pour le CSE, puisque le CSE, souvent, a une histoire. Donc, il a pu avoir des secrétaires plus ou moins charismatiques dans le passé, avec un certain style de leadership. Et notamment, s'il y a eu, par exemple, je vais prendre un exemple, un leader, un secrétaire du CSE charismatique qui était plutôt confrontant vis-à-vis de la direction, et ça sera difficile des années plus tard pour un nouveau secrétaire de CSE de retrouver un style de leadership qui lui sera peut-être plus dans le sens du mouvement, parce que les choses ont changé, la direction a changé, etc. Mais de par l'histoire, finalement, le poids du passé pèse, et donc tout leader à un moment donné doit se tenir au courant de ce qui s'est passé dans le passé et se positionner. Alors il peut être un peu différent, je dis pas qu'il doit être dans le moule, mais il doit tenir compte de ce qui reste dans la tête des salariés. Alors, ça me permet de faire peut-être le lien avec une question qui a été posée par Romain. Donc la question qu'il pose, c'est quelles actions le CSE peut mener pour promouvoir la culture d'entreprise dans le cadre d'une entreprise qui serait en train de grandir très très vite, ce qui est le cas un peu de ce qu'on appelle les scale-up. La question, c'est d'abord déjà, est-ce que c'est une question à laquelle on veut répondre maintenant ou est-ce qu'en fait on va y répondre déjà dans la durée? On est dans un scénario qui est un petit peu différent de celui où la direction, on va dire, a choisi le fait de faire grandir l'entreprise. Il y a une volonté sans doute de maintenir une culture qui était là au début dans l'entreprise et auquel les gens sont très attachés. Comment est-ce qu'on la maintient? Donc, ce sera un peu un troisième scénario par rapport à ce décrit ici. Oui. On peut commencer de répondre puisque déjà sur la partie autorité, on y voit. Il y aura des choses aussi sur membre du groupe travail, mais c'est au niveau de l'appareil en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de l'appareil, c'est-à-dire que culture, il va falloir essayer de faire connaître aux nouvelles personnes qui vont arriver, quelles sont les règles implicites. Donc, une chose qui peut être faite par l'entreprise, c'est de rendre explicite une partie de l'implicite. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent se régler, les règles de bon fonctionnement. Vous voyez, tout ce que le groupe initial avait finalement d'implicite, prendre le temps de les écrire, ensuite de les partager avec les nouveaux. Alors ça, c'est le rôle de l'appareil. Maintenant, le CSE peut s'inscrire dans ce rôle-là en lui-même. À lui de voir. Normalement, c'est plutôt donc les managers, plutôt la direction, le management qui est l'appareil et qui a en charge de faire ce travail-là. Maintenant, si le CSE juge que c'est important de réussir ce chose-là, il peut le faire aussi sur certains aspects, voire participer dans les réunions de manière tripartite auprès des salariés pour partager et discuter. Donc,
Au niveau de l'appareil, j'ai envie de dire, c'est rendre au maximum explicite ce qui est implicite, le formaliser et ensuite faire des séances d'échange avec les nouveaux, voire dans le parcours de formation, prévoir un petit pavé culture d'entreprise. Dans ce cas-là, c'est simplement les règles de bon usage, ce qui se fait pas au sein de l'entreprise. Très clair. On peut peut-être avancer d'ailleurs sur la page d'après, puis on va aller sur les membres du groupe et je vais garder cette question-là en tête parce qu'on va voir sur le membre du groupe, il y a aussi des choses qui peuvent être faites. Donc les membres du groupe, c'est dans l'entreprise finalement. Une entreprise, c'est avant tout des personnes. Ces personnes qui ont une personnalité. Finalement, la culture d'entreprise, c'est aussi, on pourrait voir aussi, c'est une somme de personnalités. Alors plus on est nombreux et plus ça devient complexe de l'imaginer, mais il faut en tenir compte. Et donc pour pouvoir exercer un rôle sur la culture d'entreprise, le CSE doit être attentif à son image, l'image qu'il a auprès des salariés. Donc, pour répondre à la question de Romain aussi, si le CSE veut jouer un rôle, ça veut dire que il va devoir soigner lui-même sa communication auprès des salariés. Donc, chaque CSE, posez-vous la question, comment vous communiquez auprès de vos salariés? Est-ce que vous avez des communications régulières sorties des réunions de CSE et probablement des communications qui sont pas simplement des comptes rendus de réunion. Ça, c'est les comptes rendus de réunion, c'est plutôt de l'ordre de la règle, de la colonne qui est juste à gauche. Quand on veut communiquer auprès des salariés, c'est à la fois des documents simples, éventuellement si vous êtes beaucoup de salariés, si vous n'êtes pas très nombreux dans une startup, il faut aller voir les gens, vous voyez. Et puis également, c'est ce qui renvoie à la structure privée, c'est aussi comment ils vous perçoivent, comment comment sont les relations interpersonnelles quand vous les croisez. Voilà. Au mieux, votre organisation CSE sera lisible pour les salariés, c'est-à-dire qu'ils comprendront qui est à l'intérieur du CSE. Quand je dis comprendre, c'est à la fois le rôle officiel, mais aussi qui sont les personnes, en fait. Vous voyez, quelle est votre sensibilité, quelle est votre personnalité. Au mieux, vous serez lisible par les salariés, au mieux, vous allez pouvoir avoir un impact sur eux au moment d'agir. Plus vous serez une boîte noire, plus ils vont se méfier et vous aurez du mal à agir sur la culture. Donc voilà, deuxième conseil, après avoir réfléchi aux règles implicites, c'est entretenez une communication, enfin faites-vous connaître auprès des salariés. Évidemment, plus l'entreprise est grande, plus c'est complexe, et donc là, il faut peut-être avoir des formations complémentaires un peu autour de la communication. Enfin voilà, bon, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans votre domaine, mais voilà, plus l'entreprise est grande, il faut réfléchir à comment on communique, comment on se fait connaître. Est-ce que vous Julie Thierry, est-ce que vous avez des exemples d'outils ou de façons de communiquer? Alors, moi, je peux déjà citer Lito, mais c'est pas l'objectif de la discussion. Mais sur Lito, vous pouvez communiquer autour du CSE, partager des PV, présenter qui sont les élus. Mais est-ce que vous avez des outils ou des tips à donner sur une bonne façon de communiquer justement sur qui sont les élus, quels sont leurs rôles, quelle est leur personnalité, un peu ce que tu décrivais juste là, Cyril? Alors malheureusement, ce que je constate souvent dans les entreprises que nous, quand je fais beaucoup d'expertise dans plutôt des grosses structures, j'ai plutôt peu de pratique là-dessus. En fait, les élus sont peu habitués à ce type de communication. Ce que je vois quand même en termes de bonnes pratiques, c'est quand même des flashs après les réunions importantes, d'accord, qui vont permettre de traduire ce qui s'est dit en réunion, mais de manière non formelle. Voilà, en parlant. Là où ça a un petit travers encore aujourd'hui, c'est que c'est traduit souvent trop de manière. On est trop sur le contenu et on parle pas suffisamment des personnes, de qui ils sont. Donc ça peut être peut-être par exemple tenir un blog aussi où on va pouvoir se présenter soi-même, donner de l'information en continu. Je pense que c'est des choses qui vont aller dans le bon sens vis-à-vis des salariés aujourd'hui. Mais ça, j'en ai pas vu encore suffisamment dans les entreprises. Julie? Oui, non, mais je pense qu'il y a globalement assez peu de visibilité sur les actions des élus. C'est un souci d'ailleurs parce que du coup, ça peut participer au fait qu'on n'identifie pas toute l'importance du rôle et puis aussi en quoi ils peuvent être effectivement une oreille attentive pour un certain nombre de problématiques et du coup poser les sujets importants sur la table. Donc ça, c'est un vrai souci, hein, la communication du CSE avec les salariés. On y revient assez régulièrement. Il y a beaucoup de choses à améliorer et effectivement l'impression parfois que on est en réunionite ou on est dans des fonctionnements un peu fermés, mais qu'on ne va pas souvent faire le feedback aux salariés qui, dans certains projets de changement, sont extrêmement en attente, vivent des situations parfois extrêmement anxiogènes. Donc même si on n'a pas la réponse à tout, la régulation sur la communication, ou savoir dire on revient vers vous à telle échéance, ou on va communiquer de telle et telle manière, ça fait partie des bonnes pratiques effectivement à encourager.
Je vais donner un exemple qui est pas un exemple de CSE, qui est un exemple de direction issu de mon histoire personnelle, mais vous allez comprendre du coup par rapport au CSE. Au début de ma carrière, j'ai travaillé pour un groupe qui s'appelait Usinor, qui s'appelait ensuite Arcelor, et les directions de ce grand groupe-là communiquaient régulièrement sur leurs décisions à partir de newsletters très impersonnels sur ce qui se passait. Je savais jamais qui écrivait les articles, il y avait beaucoup de choses. J'ai très rarement lu les newsletters qui m'arrivaient. Et puis ce groupe a été racheté un jour par un monsieur qui s'appelait Mittal. Lakshmi Mittal, et quasiment, je crois, moins d'un mois après le rachat, j'ai reçu dans ma boîte mail un mail écrit de sa main, écrit en jeu et signé à la fin Lakshmi Mittal avec sa photo. Je peux vous dire que ce mail-là, je l'ai lu avec attention. Vous voyez la différence en termes de communication. Et donc moi, par exemple, un CSE, vous pourriez très bien, plutôt que de faire un tract ou un compte rendu impersonnel, avoir un mail signé de la personne, mettez des photos, vous voyez, faites quelque chose de, voilà. Si vous êtes encore une fois, si vous êtes une petite structure, vous n'avez pas besoin d'autant d'écrits, puisque vous allez voir les personnes, vous discutez, vous faites des réunions. Mais dès lors que vous pouvez pas rencontrer tout le monde, l'écrit est important. Et ça sera d'où l'importance aussi de bien discuter avec votre direction les moyens de communication dont vous pouvez bénéficier au sein de l'entreprise, puisque bien sûr, il faut que ça se fasse dans un cadre discuté au préalable avec la direction. Alors, peut-être en synthèse de ce point-là, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important et c'est un sujet qui revient souvent d'ailleurs dans les webinaires sur lesquels on traite, parce que quel que soit le sujet, on va dire que la thématique de la communication apparaît. Ce qui est sûr, en tout cas, de ce qu'on comprend là, c'est que pour avoir un impact sur la culture, que ce soit pour la maintenir, pour freiner un élan ou pour pousser un élan, vous pouvez pas le faire en tant qu'élu si les gens ne vous connaissent pas. Et si les gens ne savent pas qui vous êtes et si vous êtes caché d'une certaine façon. Donc c'est sûr que la communication, c'est un axe structurant et c'est un sujet vraiment très très important sur lequel vous devez investir, et puisque c'est un des leviers clés, ou tout le moins une des clés pour pouvoir œuvrer sur la culture de l'entreprise. Le dernier axe, c'est donc la manière dont vous travaillez en fait, hein, puisque finalement la culture est aussi reliée au processus de l'entreprise. Par exemple, si vous prenez l'exemple du remote avec la crise sanitaire, évidemment que quand il a fallu travailler en remote, il a fallu revoir un peu les processus et la manière de travailler. Donc là, ça s'est plutôt fait. L'environnement a impulsé le changement de culture, donc on a revu les processus, mais on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi changer les processus pour ensuite changer la culture de l'entreprise. Alors là-dessus, que peut faire le CSE? Normalement, peu sur les processus quand même de l'entreprise, parce que c'est quand même pas son rôle d'aller revoir les processus de l'entreprise. Par contre, il peut jouer un rôle d'exemple dans ses propres processus, notamment la manière dont il travaille. Si je prends l'exemple des remotes, par exemple, dans sa manière même de faire les réunions, est-ce que lui-même a accepté, voire peut-être même anticipé le travail à distance? Vous voyez, à partir du moment où lui va changer ses manières de travailler, il est en capacité finalement de faire des prises de conscience au sein de l'entreprise ou de la direction, qui ensuite, par effet boule de neige, vont transparaître dans l'entreprise. Voilà. Donc les règles de fonctionnement du CSE, ce qu'on n'accepte pas, c'est très important. Également, là où il doit être vigilant, c'est sur la proportion d'activité au sein de ces réunions. En gros, dans les réunions de CSE, on a des discussions, on va dire productives. On a aussi des conflits. On a des discussions où on est plutôt sur des joutes verbales. Donc, c'est aussi d'être attentif à tous ces processus-là pour essayer de maximiser le temps pris aux discussions et aux activités concrètes et pas perdre de temps sur des aspects relationnels. Et dernier point quand même, puisque ce que je vous ai expliqué au début, et puis ça va répondre aussi un peu à une question, est-ce que dans les faits, le CSE peut changer en profondeur la culture? Donc oui, notre conviction avec Julie, c'est que oui. En tout cas, il peut pas aller à contre-courant par contre de l'environnement. Voilà. Si par exemple, il y a si l'environnement, si on prend la crise sanitaire, quand l'environnement dit tout le monde reste chez soi et on fait en télétravail, le CSE pourra pas aller à l'encontre et changer la culture, dit non, le télétravail, c'est pas bon, il faut tous qu'on se voit et qu'on se fasse la bise. Ça, c'est pas possible. Mais à partir du moment où le changement de culture s'inscrit dans les tendances de l'environnement de la société, oui, le CSE a toute sa place pour le faire. Alors, il peut jouer aussi sur l'environnement, puisque c'est l'environnement qui change, qui va impulser le changement. Le CSE se doit d'être vigilant à ce qui se passe justement à l'extérieur. Ce que fait d'ailleurs une direction générale aussi. Le rôle de la direction générale, c'est de surveiller ce qui se passe. Donc l'extérieur, c'est quoi? C'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est les États, hein, tout ce qui est institutions publiques. Et s'il veut influer à l'intérieur de l'entreprise, il va chercher des alliés à l'extérieur qui vont lui permettre de venir porter les bons messages à l'intérieur de la structure et faire des pressions vu de l'extérieur. C'est
c'est ce qu'utilisent par exemple les directions avec ce qu'on appelle par exemple la voix du client. Si certains l'ont entendu, c'est une pratique du lean manufacturing qu'on appelle la voix du client. C'est on fait venir le client au sein de l'entreprise. Faire venir le client au sein de l'entreprise, c'est utiliser l'environnement extérieur pour essayer de forcer l'entreprise à se changer dans une certaine direction. Le CSE peut jouer également son rôle là-dessus, notamment vis-à-vis des institutions publiques et également quand le CSE fait appel fait appel au droit en fait. Donc va voir avocat ou éventuellement se présente devant un tribunal. C'est que si je prends l'exemple de la santé au travail, alors aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à être bien diffusé dans les entreprises, mais si vous remontez il y a 20 ans, quand les premières lois sont sorties, il y avait peu de culture liée à la santé, enfin la culture des entreprises n'était pas profondément ancrée dans la santé au travail. Donc, il a fallu, à un moment donné, que les CSE, pour impulser ce changement culturel, de temps en temps, aillent devant les tribunaux. Et finalement, les institutions publiques ont forcé les entreprises à changer. Voilà. Si vous voulez comprendre ces aspects-là de l'environnement et comment on peut jouer sur l'environnement, notamment aussi vis-à-vis des actionnaires, ça c'est un point important, c'est-à-dire que l'actionnaire, donc les patrons de l'entreprise, ceux qui détiennent le capital, font également partie de l'environnement du point de vue de l'entreprise. Et ça peut être l'occasion, aller les voir, également les solliciter, peut être un moyen aussi de faire pencher la balance, de mettre des pressions pour faire certains changements culturels en leur expliquant un petit peu votre point de vue. Donc, faut pas hésiter en tant que CSE à remonter auprès des actionnaires. Des procédures, par exemple, de droit d'alerte pour ceux qui connaissent, peuvent être également un cadre éventuellement où on va pouvoir avoir un rapport et ensuite aller alerter les actionnaires. Donc la référence, le pouvoir dans les organisations de Mintzberg, c'est un très bon bouquin pour comprendre un peu comment se passe le pouvoir dans. Alors il est un peu hard quand même à lire, mais si vous vous accrochez, il vous permet de bien décrypter comment ça se passe le pouvoir dans les organisations et comment vous pouvez essayer d'influer sur ce qui se passe dans l'environnement. Ce qui est assez intéressant, peut-être, c'est, j'invite tout le monde tous ceux qui nous écoutent à aller sur l'onglet sondage et à bien remplir les sondages, mais on peut déjà regarder un petit peu les résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toutes les personnes qui ont répondu au sondage pensent que le CSE a un rôle à jouer dans la culture de l'entreprise. Super. Donc, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on on ne fait pas ce webinaire pour rien, donc on est plutôt content. Si vous aviez dit non, je pense qu'on aurait été un peu, on aurait arrêté le webinaire là. Et, en revanche, ce qui est assez parlant, c'est que quasiment personne dit avoir vécu un changement de culture d'entreprise. Donc, en tout cas, avoir été confronté à un changement quelconque. Donc, je pense qu'effectivement, pour beaucoup de gens, c'est un peu nouveau de dire, OK, bon, si l'entreprise, si la culture change, comment est-ce que moi j'interviens? Comment est-ce que je joue en tant que CSE? Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats? Est-ce que on n'a pas forcément conscience de vivre le changement parce que c'est rarement aussi radical. Ouais. Mais par contre, on le subit parfois. En tout cas, on en identifie dans son rapport au travail, dans les exigences du travail qui évoluent, un certain nombre de changements qui peuvent malgré tout parfois être un peu difficiles à vivre. On pense aux questions de conflits éthiques qui peuvent apparaître lorsqu'on a des nouvelles exigences et qu'on est, par exemple, percuté dans sa propre culture professionnelle. Ça, c'est des exemples concrets du changement de culture qui s'opère. Mais en fait, il est rarement explicite, ce changement de culture. Il n'est pas toujours non plus volontaire, affiché, et finalement, il gagnerait à l'être parfois. C'est pour ça que les élus peuvent aussi questionner les orientations stratégiques. Ils peuvent solliciter effectivement d'avoir de la visibilité, de savoir quelles sont effectivement les évolutions économiques attendues, les marchés sur lesquels l'entreprise souhaite se positionner, qu'est-ce que ça implique en termes d'évolution des compétences. Et du coup, ça renvoie quand même aussi à une possibilité de se préparer à ce changement et à poser les bonnes questions pour qu'en fait, ce changement ne soit pas quelque chose de subi, ne donne pas lieu forcément à un renouvellement complet des salariés, mais que les salariés puissent participer à ce changement et puis faire valoir ce qui est aussi important de conserver, parce que les changements radicaux ont aussi tendance à oublier qu'il y a des choses qui font la force de l'entreprise et on risque effectivement de voir un certain nombre de gens très expérimentés partir si les attentes sont vraiment trop radicales et que ça leur demande finalement d'abandonner ce qu'ils aimaient à faire dans le travail, parce qu'il y a aussi cette notion de satisfaction dans le travail qu'il faut pas sous-estimer. Donc c'est pas tellement surprenant qu'on ait l'impression d'en avoir peu connu, mais finalement
voilà, c'est que c'est pas aussi brusque que ça. Et je pense que ça fait une excellente transition vers la dernière partie, c'est-à-dire le rôle du tiers, hein, c'est ce qu'on a prévu après, le rôle du tiers, parce que justement, comme l'a dit Julie, hein, comme c'est implicite, le changement de culture, on n'a pas l'impression d'en vivre. Si je prends par exemple des rachats d'entreprises, ce qui peut arriver pas mal dans les startups, dans l'entreprise naissante, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise, de par sa taille, soit elle s'allie avec une autre, soit elle est rachetée par un groupe plus important. Et souvent, quand j'arrive dans ce contexte-là en entreprise, les gens ne voient pas en fait ce que ça change pour eux. Ils sentent qu'il se passe quand même des choses, ils ont des contraintes, des insatisfactions par rapport à ce qui se passait avant, mais ils n'ont pas compris ce qui se passait en termes de culture. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est dans la culture, on est dans la pelote de laine et on voit pas la pelote en fait. Donc le rôle du tiers va être notamment d'apporter une vision de cette pelote et de rendre les choses intelligibles pour les gens, comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que la première des choses avant d'agir, c'est-à-dire si vous voulez agir sur la culture, la première des choses, c'est de la comprendre. Voilà. Si vous l'avez pas compris, vous aurez beau tirer comme vous voulez sur la pelote, il se passera pas ce que vous voulez. Il y a une autre raison pour le rôle du tiers, c'est que de temps en temps, les changements culturels qui devraient se passer ne se passent pas parce que on est dans des situations de tension généralisée dans l'entreprise. Ces situations, elles sont normales d'ailleurs dans l'entreprise quand il y a un changement culturel qui est en cours, parce que l'environnement est en train de tirer dans tous les sens, l'entreprise. Et si elle est rigide, alors les tensions se passent surtout dans les entreprises rigides. Hein, plus la structure de l'organisation est rigide, plus l'entreprise est ancienne, etc. Plus on aura plus quand l'environnement va tirer, c'est comme un caillou qu'on va plus avoir tendance à casser le caillou plutôt que si on avait de la pâte à modeler à le déformer. Donc ces tensions-là, sont normales. Maintenant, il faut pas rester dedans. Ça crée des tensions relationnelles, et quand on a dit tensions relationnelles, on tombe sur le schéma de l'œuf et la poule, hein, qui est le premier. Alors, chacun se renvoie la balle. Hein. Direction, on va dire que c'est le CSE qui freine des quatre fers et qui veut pas. Alors, le CSE et les salariés qui veulent pas du changement. Hein. Et puis, les salariés ou le CSE vont dire, non, c'est la direction qui va pas dans la bonne direction. Voilà. Alors, il faut essayer de sortir de cette situation. Et là, le rôle du tiers est important. Donc le tiers, ça peut être l'expert qui va venir rendre intelligible ce qui est en train de se passer et fournir des portes de sortie. Mais ça peut être également les représentants publics ou autres. En tout cas, c'est une personne qui va venir dans l'entreprise, qui va être vue suffisamment neutre par toutes les parties pour pouvoir un petit peu remettre de l'intelligence, je dirais, dans la situation sur l'aspect culture. Je vais faire également le lien avec une question qui a été posée au niveau de la formation, parce que quand je dis rendre intelligible, finalement, c'est former. Il y a une question qui a été posée sur comment se former finalement à ces aspects de culture d'entreprise. Je vous l'ai dit en introduction auprès des étudiants, quand j'anime un module de culture d'entreprise, finalement, je passe très peu de temps avec eux à leur expliquer des choses. Mon point de vue, c'est qu'il y a en termes de contenu, il n'y a pas grand-chose à transmettre. La culture, comme c'est implicite, il va falloir aller à l'expérience pour comprendre. Alors évidemment, il y a des grilles de lecture. Je vous en ai fourni une dans ce webinaire. Il en existe plein d'autres. Celle-là n'est pas forcément mieux que les autres. Hein. C'est celle que j'utilise. Donc là, plutôt que des formations, il peut y avoir des bons bouquins à lire, hein, ou taper un petit peu quelques recherches sur culture d'entreprise sur Internet. Après, c'est surtout de la pratique, c'est s'exercer à analyser une culture d'entreprise. Et là, rien ne vaut la situation. Et donc là, l'expert qui vient, par exemple, à un moment donné dans l'entreprise, il va vous transmettre son savoir. C'est-à-dire que non seulement il va résoudre le problème qui est là, mais en même temps, il va vous apprendre à comprendre ce qui s'est passé, et vous serez mieux à même ensuite de comprendre et d'agir par vous-même. Et alors, je vois qu'on a une question assez intéressante qui nous est posée. Alors, je trouve que Julie est en train d'y répondre à l'écrit, mais qui était sur quand on parle de culture d'entreprise, je pense un des sujets qui est très important aujourd'hui, c'est la culture, enfin l'aspect environnemental. De plus en plus d'entreprises sont en train de se positionner dessus, en tout cas qui concerne de plus en plus de salariés, ou de plus en plus de gens ils sont sensibles. Est-ce que le CSE est-ce que ça peut faire partie des sujets sur lesquels le CSE peut se positionner? Est-ce qu'il peut avoir un impact là-dessus? Alors, j'étais effectivement en train de commencer à répondre. Cyril, je pense que tu auras envie d'en parler aussi, parce que c'est un sujet qui tient à cœur, te connaissant. Alors, moi, je vais répondre déjà d'un point de vue purement de ce qui existe déjà, parce que en fait, on a méconnaissance du fait qu'il existe un droit d'alerte environnementale déjà. C'est-à-dire que si vous avez connaissance d'entreprise d'un certain nombre de effectivement de procédés de fabrication, enfin c'est un exemple, mais qui pourrait effectivement porter atteinte à l'environnement, vous avez un devoir de le signaler, hein, et notamment de vous rapprocher de la préfecture, etc. Donc il y a des choses déjà possibles.
Et il y a certainement beaucoup de choses à faire évoluer. Et c'est clair que ça participe aussi des attentes que chacun a sur le sens du travail, sur effectivement une certaine forme de cohérence entre ce que fait les valeurs de son entreprise et les valeurs qu'on attend aussi soi-même dans la société et pour chacun d'entre nous. Donc c'est une conviction qu'on a, mais c'est effectivement difficile de savoir si on peut y arriver. Mais je pense qu'il y a un mouvement qui s'opère à ce niveau-là où on peut imaginer que ce soit possible. On voit notamment aussi que sur la crise du Covid, il y a quand même un certain nombre de questions qui se sont posées aussi sur est-ce que les choses ont été bien faites ou mal faites. Et dans les entreprises, on voit qu'il y a pu parfois avoir des inerties qui ont été pas toujours très bien vécues par les salariés. Donc il y a une question et une attente de plus en plus importante. Je te laisse compléter, Cyril. Oui, juste compléter sur ces aspects-là, avant d'actionner l'aspect extérieur et notamment juridique. Il y a aussi, si vous avez compris mon modèle, d'autres aspects que vous pouvez avoir en interne. Alors tout dépend si la direction est déjà dans ce mouvement-là ou pas. Mais si la direction ne l'est pas, donc il va falloir aller un peu à la confrontation, donc travailler sur votre leadership et la confronter déjà en réunion sur ces aspects-là. Vous pouvez travailler sur vos processus et jouer un rôle d'exemple, c'est-à-dire que le CSE lui-même dans ses fonctionnements peut montrer l'exemple, et puis en tant que membre privé aussi, si vous avez des convictions fortes sur ces aspects-là, et ben en tant que membre du CSE, laissez-les transpirer au travers de vos communications auprès des salariés, parce que déjà ça peut aussi influer. Et je terminerai juste sur l'arme juridique et jouer sur l'environnement. C'est un bouton quand même sur lequel on appuie avec précaution et après avoir bien réfléchi, puisque du coup on va agir sur l'environnement qui par retour va venir mettre une pression sur l'entreprise, et on ne mesure pas toutes les conséquences. C'est-à-dire que là, on est sur la pelote de laine, on va tirer fort dessus. Un des risques, c'est que ça casse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pression peut être forte et mettre aussi l'entreprise en danger sur d'autres aspects. Vous voyez. Donc voilà, c'est pas qu'il faut le faire, mais c'est une action qui se mûrit. Voilà, il faut l'utiliser. Et en tout cas, à mon avis, il faut pas l'utiliser seul. C'est-à-dire que ça s'utilise accompagné des autres mesures. C'est-à-dire que parce que si soi-même CSE on n'est pas exemplaire sur certains aspects, ça sera plus compliqué sur ces aspects-là d'environnement à faire. Mais en tout cas, probablement que si on fait le parallèle avec ce qui est passé en santé au travail, ça passera aussi de toute façon par du cadre juridique et aussi de normes que les entreprises vont devoir respecter. Alors, je vois ça fait déjà 46 minutes qu'on discute. Je propose de passer à la toute fin, mais sans doute que vous en avez déjà parlé, mais sur vos retours un peu d'expérience, vous, personnels, sur ces différents changements ou sur le rôle du CSE. Est-ce qu'il y a quelques mots de conclusion que vous pouvez avoir dessus? Oui, alors on va revenir sur la question du remote auquel j'avais pensé en amont. Donc ça, c'est un retour alors là, c'est plutôt dans une grande entreprise, mais qui était un plateau téléphonique dans lequel on a fait une expertise et où culturellement, en fait, l'entreprise et la direction étaient très frileuses sur l'utilisation du travail à distance et du télétravail. Or, elle avait besoin de flexibilité. Nous, on estimait en tant qu'experts que cette flexibilité pouvait le télétravail, en tout cas, pouvait y répondre. Et en même temps, quand on faisait nos entretiens ou quand on a rendu notre expertise, on sentait que finalement la direction n'écoutait pas, ou plutôt n'entendait pas en fait ce qu'on était en train d'expliquer. Et ça, c'est parce qu'il y avait des règles implicites qui étaient des freins. Au sein de l'entreprise, les règles implicites, on était sur une culture d'entreprise que je qualifie d'humaniste en fait, où je dirais la relation entre les personnes était très importante. Alors d'abord la relation avec leurs clients, on était sur un plateau téléphonique qui servait des clients, donc la relation aux clients au téléphone était quelque chose de très important, mais même entre collègues, la relation était très importante. Et donc pour un certain nombre d'entre eux, ne pas se voir physiquement était quelque chose probablement d'impossible. Ça arrivait même pas à la conscience. Donc finalement, toutes ces solutions de télétravail étaient balayées de revers de la main dès le départ. Alors, j'aurais très envie de retourner faire une expertise là maintenant dans cette entreprise parce que le Covid étant passé par là, j'aimerais voir un petit peu comment ça s'est passé.
Ce que je constate dans d'autres entreprises, par contre, c'est que certaines ont été obligées de le faire, donc pas forcées. La question, c'est par exemple, est-ce que l'environnement leur aura changé la culture? Pas si sûr, parce que je me rends compte qu'il y en a certaines qui sont déjà en train de préparer le retour sur plateau à 100% dès le mois de septembre. Donc, on se rend compte que même un événement comme le Covid, finalement, ne change pas la culture. Donc, ça nous appelle d'ailleurs à rester modeste sur les changements de culture. Maintenant, si on revient au rôle du CSE là-dedans, le CSE lui-même avait des difficultés finalement à jouer un rôle dans ce changement culturel, même si eux, ils voyaient quand même, une partie d'entre eux, ils voyaient un rôle, mais c'est qu'un tel changement culturel finalement interpelle aussi chacun à titre individuel. Et au sein du CSE, certains baignaient également dans cette culture de la relation. Il y avait un peu du mal eux-mêmes, certains membres avaient du mal à se projeter là-dedans. Et donc à partir du moment où le CSE lui-même doute de la direction à imposer, forcément en termes de leadership derrière pour imposer le changement culturel, il va avoir du mal. Voilà. Pour qu'un CSE quand même puisse jouer un rôle dans un changement culturel, il faut qu'une majorité, en tout cas, y croit. Et il croit même, j'ai envie de dire, à 200%. Donc voilà cet exemple sur le digital. J'ai un autre exemple sur de culture d'entreprise. Sur une PME née, alors pour le coup dans les années qui datent, née après-guerre, j'ai plus la date exacte, ça doit être dans les années 60-70, et qui est devenu un grand groupe, toujours en partie sous capitaux familiaux, mais capital c'est quand même dilué. Et l'entreprise est maintenant cotée en bourse, donc est devenue une grande entreprise. Et en fait, elle était en train de vivre des difficultés en interne d'ordre culturel, puisque née PME, elle fonctionnait encore beaucoup sous des paradigmes de PME, c'est-à-dire que c'est dans une PME, il y a généralement un patron charismatique qui décide beaucoup de choses, qui peut décider d'ailleurs des choses sans même les formaliser trop. Il suffit qu'il dise quelque chose pour que l'ensemble de l'organisation finalement adhère à ce qu'il dit et fonctionne comme ça. Donc on n'a pas besoin généralement dans une PME, on n'a pas besoin de procédures très détaillées. Vous voyez, les choses circulent très fluidement et chacun sait ce qu'il a à faire sans forcément que ce soit écrit. Sauf que quand on arrive dans un grand groupe et que dans ce grand groupe, il n'y a plus de patron charismatique parce qu'on est arrivé là, l'actionnariat est dilué. Et quand l'actionnariat est dilué, même le dirigeant de l'entreprise, c'est plus le patron de la PME initiale, parce que ses actionnaires s'attirent dans toutes les directions et donc il n'a plus les mains aussi libres qu'est-ce qu'avait le patron initial. Et donc cette entreprise-là avait besoin de se structurer différemment. Or, les salariés continuaient à attendre ce patron initial. Et ça a créé tout un tas de dysfonctionnements. Et par rapport à ça, le CSE, la première chose qu'on a fait, c'était de lui expliquer cette situation-là, parce qu'il lui-même en avait pas conscience. À partir de là, il a essayé de se positionner, essentiellement en termes de leadership dans la réunion. C'est-à-dire que lui-même, ça lui a imposé un changement culturel. Dans une PME, au départ, on assiste souvent plutôt à un CSE qui va travailler, j'allais dire main dans la main avec la direction. Vous voyez, il se passe des choses en termes de relationnel. Au départ, c'est plutôt bien et c'est ce que j'appelais ça tout à l'heure l'appareil en fait. Le CSE est souvent un appareil de la direction pour faire la cohésion de la culture d'entreprise. À ce stade-là, dans ce grand groupe-là, ça nécessitait du CSE une position plus confrontante en fait vis-à-vis de la direction pour lui expliquer qu'il y avait des choses qui allaient pas et faire pour pouvoir créer le changement culturel. Donc lui, je dirais que le changement culturel pour le CSE, c'était de prendre une posture plus confrontante, chose qu'il a commencé à faire au moment de l'expertise, position plus confrontante qui va amener en fait chaque acteur à revenir dans un rôle plus adéquate et commencer justement à structurer les choses. C'est-à-dire que le CSE lui-même, dans cette entreprise où on avait besoin de plus de structure, de plus de choses écrites, vu sa taille, et le CSE a pu exiger, ne serait-ce que dans son fonctionnement, plus de choses écrites. Et si ça se passe au niveau du CSE, la direction va prendre conscience également de ce besoin-là et si tout va bien, petit à petit, ça va diffuser également au travers de l'entreprise. Voilà sur les deux exemples que j'avais en tête. Est-ce que Julie, tu en as un autre qui viendra ? Écoute, il y en a plein, mais je ne sais pas trop pour montrer effectivement, pour illustrer parce que je ne me rappelle plus de quelle entreprise tu parlais, mais c'est m'est revenu, la dernière, pour illustrer un exemple de la difficulté effectivement
d'un CSE qui est trop collé effectivement à sa direction et qui reste dans ce format effectivement de confiance alors qu'il y a eu autant de changements. Dans cette entreprise, en fait, il y avait eu des choses très graves qui s'étaient passées, des suicides notamment, et le CSE n'avait pas ce recul et ne voyait les choses que sous l'angle du côté de la personnalité du salarié et effectivement de la fragilité personnelle, et n'avait pas identifié les changements dans le travail et la cause travail. Et donc ça, c'est parce qu'il était trop le nez effectivement dans je dirais dans son fonctionnement, il n'était pas assez conscient des évolutions que l'entreprise avait eu à gérer et des conséquences pour certains salariés ou certains postes. Voilà. Donc, bon, j'ai jamais des exemples très gais, je suis désolée. Mais il y en a qui peuvent être très positifs. On peut parler d'environnement, on peut parler de tout un tas de choses, du télétravail ces temps-ci. Le message que je pourrais peut-être faire passer, s'il y en a qui sont dans des petites entreprises, c'est qu'une entreprise qui naît, si les salariés au début n'adhèrent pas, ils ne disent pas oui aux dirigeants et à la manière, tout le mouvement initial, ben, l'entreprise ne va pas naître. Donc au départ, c'est normal que pour une entreprise, finalement, on dit oui, c'est le nom qui est dangereux en fait au départ de l'entreprise. Par contre, quand l'entreprise atteint une certaine stade, si on dit pas non aux dirigeants et aux managers pour les confronter sur certains sujets, c'est ça qui est dangereux, parce que dans une entreprise, les grandes entreprises où ça, j'observe ça dans beaucoup de grandes entreprises, je ne vais pas citer de nom, mais les grandes entreprises institutionnelles, vous les reconnaîtrez, qui commencent par SN ou ED, en fait, on n'ose plus dire en fait non aux patrons. Et les patrons, ils n'ont pas non plus la science infuse, et donc à un moment donné, ils envoient l'entreprise dans des mauvaises directions. Donc voilà, au départ, il faut une certaine proximité, une certaine cohésion pour pouvoir assurer le décollage de l'entreprise. Et à un moment donné, il y a un basculement qui doit se faire où on doit aussi savoir dire non et co-construire avec des visions différentes pour assurer la pérennité et la survie de l'entreprise. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait déjà 55 minutes, donc on va clôturer le webinaire. C'est un sujet qui est passionnant, qui mériterait qu'on y passe, je pense, comme à peu près tous les sujets qu'on couvre, mais une dizaine d'heures, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement profonds. Donc il y a énormément de choses très intéressantes. On vous enverra à tous la présentation par mail après, donc comme ça vous pourrez retrouver ce qui vous a été présenté. Et je vous invite, soit vous, en tout cas les trésoriers du CSE qui nous écoutent, ou si jamais vous n'êtes pas vous-même trésorier, je vous invite à inviter vos trésoriers la semaine prochaine pour un webinaire sur le budget du CSE. Donc cette fois-ci, on parlera plus culture, on parlera d'un sujet, on va dire, plus mathématique, entre guillemets, qui est comment construire son budget et quelles règles respecter. Donc, invitez vos trésoriers, ou si vous voulez vous-même, venez. Je pense que ce sera très intéressant pour vous. Je vous remercie beaucoup, Julie et Cyril, pour ce webinaire. Je vous remercie à tous ceux qui nous ont écoutés. C'était vraiment très intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.